Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion où aujourd'hui je suis Gilles Melon en compagnie de Joe. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien, écoute. Ah, on va se faire plaisir là, avec un film qu'on attendait beaucoup, hein. Enfin, toi tu l'attendais plus trop puisque tu l'as vu au Festival de Cannes, mais tu l'as revu pour l'occasion. Il est sorti donc ce 21 août en France nationalement. Emilia Pérez ou Emilia Pérez, hein, si vous préférez, réalisé par Jacques Audiard. Ce n'est pas sa première excursion, entre guillemets, à l'étranger, ou du moins en langue étrangère, c'est un film franco-mexicain ici, hein. Il avait fait Les Frères Sisters il y a quelques années aux États-Unis. Et ici, donc, au casting, on va citer les 4 femmes principales, parce que oui, elles sont 4 qui ont eu le prix d'interprétation féminine de façon collégiale, une première, je crois, au Festival de Cannes. Nous Non. avons, en collégial, Un collégial indigène de Rachid Bouchareb. oui, mais pour les actrices féminines, je voulais dire. Ah, eh oui. Petite nuance. Mais donc, nous avons Zoé Saldana, que vous connaissez pour Avatar, entre autres, mais là, enfin, elle joue vraiment. J'ai envie de dire, je suis un peu méchant, mais c'est un peu l'idée quand même. Nous avons Selena Gomez, que vous connaissez très bien aussi. Carla Sofia Gascon, personnage très intéressant, hein, évidemment, central au récit, puisque c'est elle qui joue Emilia Pérez. Nous allons citer Adriana Paz, qu'on voit vraiment que dans la deuxième partie, mais elle a eu aussi le prix d'interprétation. Niveau masculin, on reconnaîtra Edgar Ramirez et Marc Ivania, voilà, et d'autres gens qu'on ne va pas citer, mais casting très riche, évidemment, où ça chante et ça danse beaucoup. Parce que, oui, il s'agit d'une, alors, entre guillemets, comédie musicale. Jacques Audiard rejette un peu ce terme, on peut dire plutôt film musical, à l'américaine, hein, musical, qu'il a vu comme un opéra, d'ailleurs, Jacques Audiard, il explique cela, et qui raconte l'histoire de, alors, à la base, un Manitas del Monte, chef de cartel mexicain en fuite, qui décide d'assumer qui elle est vraiment et donc de changer de sexe biologiquement officiellement et donc de devenir Emilia Pérez. Sauf que pour ce faire, elle a besoin d'aide, notamment d'une avocate jouée par Zoé Saldana, Rita Moro Castro, qui a besoin aussi, elle, de s'émanciper autrement, d'une autre forme de quête d'identité d'ailleurs. Sauf que Manitas est mariée à une femme qui s'appelle Jessie, et forcément, une fois qu'elle va devenir Emilia Pérez, elle va devoir laisser cette épouse et ses enfants derrière elle, démarrer une nouvelle vie en faisant beaucoup de sacrifices. Et c'est un film où, justement, tous ces sacrifices pour s'émanciper et devenir vraiment ce qu'on est au fond de nous, va avoir des conséquences. Et il faudra payer le prix. Évidemment, c'est un film très social aussi, qui se déroule, social, pardon, aussi qui se déroule au Mexique, donc comme on l'a dit en intro. Et c'est très important le contexte. Voilà. Et donc, bon, avant d'aller un petit peu plus profondément sur le film, quel est ton rapport avec Jacques Audiard, qui a quand même une filmographie très riche et variée, hein, mine de rien? Je vais être d'accord avec toi, c'est une filmographie qui est très riche, très variée, qui explore les limites du langage et des frontières. Et c'est un cinéaste sur lequel je suis assez partagé parce que je l'ai découvert à Cannes au hasard d'une séance de rattrapage pour son film Les Olympiades, que j'ai détesté et qui avait fini dans mon flop de l'année, si je me souviens bien. Et arrivent les rattrapages avant Cannes 2024. Il y a Emilia Pérez, donc autant rattrapé 10 pannes. Et je me mange une immense claque devant cette palme d'or qui est plus que méritée là-dessus et qui rappelle les faits politiques dont on n'a pas envie de se rappeler. Et on arrive sur Emilia Pérez, qui est un film sur lequel je suis divisé, que je vois une première fois à Cannes. Et j'en sors un peu estomaqué, je ne sais absolument pas quoi penser de ce film, qui aussi, entre le cinéma, la télénovela, c'est des fonds d'écran Windows XP, mais on arrive sur un revisionnage qui éclaire un peu, même si j'en vois toutes les fulgurances, mais malheureusement toutes les nombreuses limites du film. Ah, ça, c'est intéressant. On en parlera justement du mélange des genres. C'est un film très transgenre dans tous les sens du terme, de toute façon, y compris cinématographiquement parlant. Moi, Jacques Audiard, c'est vrai que j'ai un peu approfondi là pendant les vacances, puisque je n'en avais pas vu beaucoup. J'ai récemment découvert Un Prophète, qui est vraiment très bien. Les Olympiades, que j'ai vu en 2021, un de mes films, on va dire, top 5 hein, de l'année, peut-être mon film français préféré de cette année-là. Donc on n'est pas très d'accord là-dessus. Les Frères Sisters, c'était vraiment bien, mais je ne l'ai jamais revu, donc voilà. Et un héros très discret aussi que j'ai vu là pendant l'été, qui est vraiment, vraiment très intéressant et qui partage certaines idées narratives de jouer sur la vérité, sur le passé, avec Emilia Pérez. Donc c'est un film très Audiard, hein, Emilia Pérez, même si évidemment il va très loin ici. J'ai envie de dire que les Olympiades, dans cette quête de liberté et d'identité, on va dire, annonçaient Emilia Pérez, qui est un projet qu'il avait en tête
depuis avant les Olympiades. Les Olympiades, il l'a fait justement un peu pour patienter, avant qu'il ait la possibilité d'avoir toutes les actrices qu'il voulait, surtout Zoé Saldana, qui était très occupée. Et Emilia Pérez, moi je l'ai vu qu'une fois, et j'avoue que je suis assez retourné. C'est un film qui ressent, qui sent le cinéma par tous les pores, et on a besoin de ce genre de film-là. Alors oui, il y a des défauts, il peut y avoir des maladresses aussi, on y reviendra, parce qu'il y a quelques, entre guillemets, polémiques, des polémiques de tous bords d'ailleurs, autour de cette œuvre. Évidemment, c'est normal, vu le sujet traité, hein, ça peut être délicat. Mais c'est un film que j'aurais envie de revoir, que j'ai pris un petit peu comme une bourrasque visuelle et auditive. Alors ça m'a fait pas autant d'effet quand même que Annette. Je sais que toi, t'as pas aimé Annette, hein, mais Annette, qui est un film que j'avais... je crois que c'est sorti la même année que les Olympiades, en fait. Hein, donc ça serait plutôt Annette, mon film français préféré de cette année-là. Ben, les deux étaient dans la même compète de Cannes, à savoir 2021. Voilà. Ah ouais, ouais, toi, t'avais détesté les deux, et moi, j'ai adoré les deux. Mais je parle d'Annette parce que finalement, il y a un lien indirect, au-delà donc du film musical, c'est que Clément Ducol, qui a composé les morceaux donc d'Emilia Pérez, avait orchestré certaines compositions des Sparks pour Annette. Voilà, donc il y a cette idée-là. Citons d'ailleurs Camille, qui a écrit, elle, les paroles et peut-être les mélodies vocales de toutes les chansons. Donc un duo assez étonnant, français, Camille et Clément Ducol, pour ces morceaux qui sont chantés dans Emilia Pérez, on y reviendra. Et c'est un film surtout qui, oui, qui bouscule beaucoup de choses, qui va passer, comme tu l'as dit, hein, d'un genre à l'autre un petit peu, parfois un peu léger. T'es pas telenovelas ou sitcom, oui, si on veut. Jamais visuellement quand même. Ça reste, il y a une uniformité visuelle sur certains points, mais dans la façon de jouer les intrigues, peut-être. Et le côté polar, évidemment, à la fin, on n'est pas loin de Sicario, ces films de ce genre-là, quand on y pense. Évidemment, toutes ces chorégraphies et ces chants. C'est un film où il ne faut pas avoir peur de la comédie musicale. Hein. C'est pas non plus les parapluies de Cherbourg, tout le temps. Mais c'est vrai que ça peut chanter à des instants où on ne l'attend pas. J'ai cette scène en tête avec le docteur, par exemple. C'est vrai que pendant 20-30 secondes, tu es là en te disant c'est pas très utile, je sais pas. Finalement, j'ai réussi à accrocher. Et c'est un film d'une richesse thématique aussi, on va y revenir, évidemment, qui questionne donc cette idée d'être ce qu'on est au fond de nous, mais c'est ce qui peut être perçu maladroitement. D'ailleurs, je ne sais pas si là-dessus, thématiquement, est-ce que tu as ressenti quelques gênes, parce que c'est un film très progressiste, mais qui aborde donc, par exemple ici, la transition de sexe de façon trop intriguée peut-être. Il y a trop d'éléments d'intrigue peut-être autour, ça peut déranger. Est-ce que toi, tu as ressenti cela, toi? Je sais que des gens que tu connais l'ont ressenti, donc voilà. Alors oui, je l'ai ressenti, le coup. Peut-être sur le point qu'elle veut fuir la police en changeant de sexe. Alors, certains ont mal ressenti cela. Moi, c'est pas tout à fait ce que je ressens. Ben, C'est ça ce que tu sera, ressens. ça sera là-dessus. Hein. Ouais. Mais Ce est-ce que sera c'est là-dessus vraiment... et ce sera sur le fait qu'il n'aborde le personnage d'Emilia Pérez que du point de vue masculin. Alors oui et non. Au début, c'est vrai que c'est assez étonnant, mais l'actrice qui est elle-même trans, hein, Carla Sofia Gascon, a accepté de jouer ce personnage masculin, ce qui a dû être difficile psychologiquement d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu une écoute. Jacques Audiard, c'est pas lui qui a eu l'idée d'ailleurs de l'intrigue. Hein, au passage, c'est en lisant un roman d'un de ses amis, Boris Razon, qui avait écrit Écoute il y a quelques années, qu'il a eu cette idée. Donc c'est pas non plus son scénario, enfin c'est son scénario, mais son idée originale non. J'imagine qu'il a dû s'entourer lui-même pour écrire et entourer l'actrice au moment de lui faire jouer une sorte de dead person, hein, si on veut. C'est vrai que le film commençant là-dessus peut être vu maladroitement. Pas forcément là-dessus, mais c'est surtout que tout son rapport au corps ne soit lié à son père. Ouais. Du coup, les enfants ne voient que leur père, Emilia Pérez. Ouais, il y a cette scène qui peut être dure, oui, en effet. Ah, qui est plus que dure, qui Ouais. est profondément malaisante pour moi quand je la vois. Et le fait que tu parlais d'Annette tout à l'heure, mais Annette qui, dans sa volonté de provocation et sa volonté de malaise, pour moi, se perd complètement. Et malheureusement, Emilia Pérez, dans cette scène de chirurgie, toutes ces scènes de chirurgie, dans cette chanson Vaginoplastie, Ouais. elle n'a rien à faire dans ce film. C'est vrai que j'en ai pas parlé, moi, quand j'en avais fait une vidéo solo, et j'en ai pas reparlé depuis, mais cette scène, oui, où l'avocate visite donc cet endroit où on applique des opérations, ça fait un petit peu, ouais, voilà, danse à la joie, le machin, c'est un petit peu en surface aussi. Mais ça fait juste cabinet des curiosités pour un film qui se veut queer. C'est vrai que sur ce Et on arrive moment-là, au c'est point. peut-être pas nécessaire, ouais, quand même. Et on va arriver au point où Emilia se fait opérer, qui Ouais. est filmé
Comme une séquence d'horreur. Alors, ça m'a rappelé, alors c'est La Piel qui habito, non, il me semble. C'est clairement La Piel qui habito, et La Piel qui habito, c'est Les yeux sans visage. Aussi, ouais, bah oui, 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 c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un peu cette idée-là. Mais c'est vrai Et que est-ce que c'était l'objectif de Audiard ou est-ce que non, c'est plutôt une maladresse, je pense, à ce je niveau-là. sais pas, mais filmé comme c'est clairement un objectif. Et pourtant, on la voit sourire derrière ses bandages, en mode, elle sait qu'elle va être enfin ce qu'elle est. C'est la dure transition. Mais moi, je pense qu'il y a une maladresse, clairement. Oui, elle est là. Mais parce que je pense qu'Audiard l'a assumé et va en assumer les conséquences dans le sens où il y a le contexte. Tu as un contexte particulier. Donc, déjà, ça se passe au Mexique. Ce film-là, tel qu'il est, s'il avait été fait dans un pays comme la France et tout, ça n'aurait pas été pareil. Là, on est dans. C'est d'ailleurs la première chose qu'on voit dans le film, avant de s'intéresser au personnage de Carla Sofia Gascon. Il ouvre sur l'avocate. Une Mais avocate, évidemment, c'est la personnage principal du film. c'est Le les film deux. s'appelle Pour moi, Emilia pour moi c'est Pérez, les mais deux. le film tourne autour de Zozania. Pour moi, c'est les deux. Et c'est vrai que le choix du titre, on le comprend à la fin. Enfin, une zone spoiler sur la fin, mais je pense qu'il y a une forme de fatalité aussi derrière, hein, derrière ce film. On voit donc cette avocate qui est brimée, c'est-à-dire qu'elle est hyper douée, talentueuse, mais elle est reléguée au rang de seconde d'un avocat. Là, elle lui écrit tous ses trucs, ses plaidoyers, et surtout, ça va à l'encontre de ses principes. C'est-à-dire que ce sont des avocats qui défendent les mecs toxiques ou qui ont battu ou frappé leur femme, alors qu'elle, elle espérerait faire l'inverse. Mais elle n'a pas le choix. Hein, elle est embauchée, elle doit vivre. C'est intéressant parce que c'est un personnage qui a une dualité à sa façon. C'est que l'argent est très important pour elle. Et ça, c'est sa perte. Hein. Chacun a sa perte, hein, de toute façon. Dans chacune des femmes, les trois en tout cas principales, ont leur perte et ont leurs défauts, ou leur malédiction, si on veut. C'est là-dessus que je reviendrai sur le plan social pour le personnage d'Emilia Pérez. Donc elle est là et on voit d'ailleurs une des meilleures scènes d'ailleurs de chorégraphie chant dès le début dans ce marché où elle récite le plaidoyer qu'elle aimerait donner ou qu'elle est en train d'écrire, on ne sait pas trop, il y a un mélange des deux. Et donc elle est brimée parce qu'elle est une femme, c'est une femme d'origine dominicaine, hein, je crois. Elle est donc, dominicaine, mais elle vit au Mexique. C'est ça. Donc elle n'est pas vraiment mexicaine. Elle est considérée en Mexique. Il y a une forme de racisme aussi envers les non-mexicains. Enfin, c'est un pays dur. Hein, c'est un pays dur dans certains milieux, évidemment. Donc l'acceptation est très compliquée. Elle n'est pas, entre guillemets, mise à l'écart que en tant que femme. Bon, elle le dit à un moment, hein, sur un dialogue. Hein. Je crois que sur une des chansons, elle parle de la couleur de sa peau et tout. Donc voilà. Et c'est là où elle va être contactée par donc Manita Del Monte qui lui demande son aide et elle accepte. Et elle accepte non pas par bonté de cœur, mais parce qu'il lui donne 20 millions. Hein, grosso modo 20 millions de dollars ou deux, je sais plus, enfin, une grosse somme d'argent. Donc elle accepte juste pour le pognon. C'est ça qui est terrible. Dès le début, Jacques Audiard, il place le film dans un mode, vous voyez, c'est pas que des personnages positifs que je vous montre. Et Emilia Pérez, d'emblée, a été quelqu'un qui a commis des crimes. Un chef de cartel qui a fait tuer des centaines, peut-être même des milliers de personnes pour l'argent, en profitant d'ailleurs de la misère des gens. C'est quand même quelqu'un de profondément mauvais, mais tu as l'impression justement qu'en voulant devenir vraiment ce qu'elle est, Emilia Pérez, elle veut sortir de cette malédiction et qu'elle a commis tous ces crimes en étant dans un corps qui n'est pas le sien, en étant dans la toxicité masculine du patriarcat. Et c'est là-dessus que le film est ambigu et qui peut être dérangeant. Mais en fait, Emilia Pérez veut se libérer du patriarcat aussi qu'elle a subi dès sa naissance, malgré elle. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, si on regarde là-dessus, on peut comprendre l'idée du changement de sexe, en fait. Hein. Ah, je suis pas d'accord. D'accord. Bah, dis-moi ce que tu en penses. Parce que ça aurait pu être intéressant, mais le problème, c'est que ce changement n'est lié qu'à la police. Oui, mais parce qu'à un moment, oui, c'est vrai. Mais à un moment, elle n'en peut plus aussi. Est-ce qu'il y a vraiment une rédemption? La rédemption, elle va arriver après, elle est forcée, hein, puisqu'elle va ouvrir une Mais la rédemption va arriver après, parce qu'on est dans un film catho. Alors, ça, c'est une autre lecture. Pourtant, Jacques Audiard et la religion, jusqu'ici, voilà. Mais on en parlera peut-être plus en détail sur la zone spoiler après. Il a tellement pêché dans les Olympiades qu'il veut se rattraper avec Emilia Pérez. Il a pêché pour qui? Non, mais c'est vrai que les Olympiades, c'est un film très très libre. Hein, mais d'ailleurs, oui, le cinéma d'Audiard a une forme de liberté. Là, il y a une autre liberté. Mais c'est vrai que oui, parce qu'on est dans le contexte mexicain ultra croyant hein, aussi. Hein, je pense que Audiard, il s'est vraiment, on va dire, engouffré dans il s'est laissé pénétrer par, on va dire, le pays. Peut-être un peu trop par moment. Je pense que du coup, il maîtrise pas forcément tout, y compris du coup sur la quête de genre, etc. Hein, il y a des choses. Il a son point de vue à lui.
je pense que voilà, les femmes transgenres, avant de tomber sur le roman de son pote, c'est pas qu'ils s'en fichaient, mais ils connaissaient rien, à part donc de ce qu'on peut voir à la télé ou sur des vidéos, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu le pari risqué d'un Audiard qui est-il légitime pour faire un film comme Emilia Pérez? C'est une question qu'on peut se poser. Moi, j'ai envie de dire oui et non. Oui, en tant que cinéaste, qui peut, on va dire, transcender tous les sujets s'il arrive à en parler avec la narration visuelle, ce qui fait très bien pour moi, même s'il y a des maladresses, du coup, à part sur 2-3 scènes. Et voilà, mais non, parce que il n'a pas été proche de cette communauté jusqu'ici. Quand bien même dans les Olympiades, il va aussi dans la liberté sexuelle, aussi deux femmes ensemble et tout. Bon, mais ça ne suffit pas, entre guillemets. Est-ce que tu penses que Jacques Audiard s'est pris les pieds dans le tapis, justement, en osant faire un film qu'il voulait faire depuis 5 ans? Pour moi, il ne se prend pas les pieds dans le tapis parce qu'il veut utiliser cette thématique-là, mais parce qu'il ne sait pas comment l'utiliser. Emilia Pérez signe une explosion chez Audiard qui peut enfin réaliser son projet, mais qui veut tellement en faire que ça en devient ridicule par moment. Oui, on est un peu dans la surforme hein, par moment. Mais on est dans la surforme, mais on est surtout dans la forme qui ne veut quasiment plus rien dire. Ah, alors, dans l'idée de tester la libération et d'en payer le prix, à un moment, on sent que le film a cette double optique du nous avons des femmes enfin libres, mais du coup, est-ce que être une femme libre au Mexique, c'est possible d'une manière ou d'une autre? Une dualité très intéressante. En dehors de l'argent. En dehors de l'argent, c'est ça aussi la question. Mais le problème, c'est que cette quête de liberté va offrir des immenses séquences au film. Mais Emilia Pérez signe un peu une playlist de séquences. Ah mais c'est ça, alors c'est le problème souvent des comédies musicales. Toutes intéressantes, pour la plupart, mais dont il y en a certaines, comme une playlist Spotify, on va juste zapper les chansons. Ouais, mais alors, il y a des. Bon, après, évidemment, il y a aussi des aspects visuels. Il y a certaines scènes la scène, par exemple, du gala. Oui, c'est ça, le gala de charité. C'est une des meilleures avec le karaoké. Oui, la scène du karaoké aussi avec Selena Gomez, c'est vrai. Là, on rentre vraiment. Là, on est vraiment presque dans un truc, tu vois, c'est une sorte de post-lynchien telenovelas mélangé. C'est marrant, quoi. Je sais pas, il y a un truc. J'ai pensé à La Bête. Tu sais, dans La Bête, à un moment, il y a une sorte avec un gars qui chante un karaoké, là, une musique qui revient tout le temps. Je sais pas pourquoi. Il y a une petite transposition qui pourrait avoir un. Mais après, c'est très intéressant parce que La Bête aussi, c'est un film en quelle identité. Ah, mais oui, mais clairement, à travers l'amour, à travers le temps. Mais justement, là, l'amour, justement, on peut en parler parce que l'amour, bon, après on fera une zone spoiler. Peut-être qu'on va garder ça pour la zone spoiler parce qu'avant d'aller dans la zone spoiler, il y a un truc évidemment évident dans ce genre de film. Bon, la performance méritée pour le prix collectif féminin. Évidemment. Je pense que oui. Et clairement, surtout pour Zoé Saldana et Carla Sofia Gascon. À la rigueur, c'est Selena Gomez. Bon. J'irai pas jusque-là parce que je l'aurais donné à Zoé Saldana de sûr, qui le mérite quasi pour elle seule. Ouais. Et quand je finis le film à Cannes, ma première réaction a été de pré-shot, le prix collectif pour les 4. Et s'il fallait le donner à une deuxième, je l'aurais donné à Selena Gomez. Mais les 4, c'est étonnant parce qu'Adriana Paz, tu la vois pas beaucoup. Mais il fallait pas ne pas donner à la seule vraie, quasiment actrice latine du film. Oui. Bah, Zoé Saldana, quand même, elle est très très latine. Hein. Oui, mais aujourd'hui, elle apparaît beaucoup plus comme une actrice hollywoodienne qui a percé. Oui, c'est vrai. C'est sûr que tu as une Adriana Paz qui est beaucoup plus faible au niveau com du film, mais ils allaient lui donner aussi. Oui, mais en plus, le peu qu'on le voit, on voit, c'est vraiment, elle est actrice à 1000%. C'est vraiment très très fort hein, ce qu'elle arrive à faire en peu de scènes. Mais alors, moi, et puis tu l'avais déjà vu cette actrice déjà. Oui. Et je sais plus où, mais je connais. Tu l'as vu dans Spectre. Ah bah oui, d'accord. Parce que je connaissais son visage, vraiment. Je me suis dit, tiens, cette actrice, je la connais. Bah oui, ok. Donc voilà. Mais il y a aussi un truc. Alors, bon, oui, d'ailleurs, si les Oscars s'intéressent au film, et je pense qu'ils vont s'y intéresser, ce sera Zoé Saldana qui sera nominée. Elle sera nominée et ils vont donner à Carla Sofia Gascogne le prix second rôle. Ah, c'est possible. Ouais. Ah bah, ça serait idiot. Parce que pour le coup, on la voit beaucoup, et c'est quand même son personnage qui a le nom du film. Je pense que ça passera pas. Ou alors ils vont inverser les deux, ils vont mettre en actrice et en actrice second rôle Zoé Saldana. Bah, ça passera pas non plus, je pense. Enfin, ça va être compliqué. Mais bon, ils peuvent s'ils nomment plusieurs personnes, c'est obligé d'être nommé en second rôle. De mettre Adriana Paz en second rôle, hein, à la rigueur, ça pourrait être drôle. Mais dans le sens où, pour moi, Zoé Saldana, c'est son meilleur rôle. Voilà, de ce que j'ai vu d'elle. C'est pas qu'elle est bien dans Avatar, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Bon, elle est un peu cachée derrière le CGI, forcément, mais elle a quand même des moments de force. Mais là, elle peut déployer
tout son talent d'actrice. Ah, mais clairement. Elle sait chanter, elle sait danser, ça c'est sûr. Je sais pas si elle a appris pour le rôle. Mais tu l'as vu? Non, parce qu'elle a déjà chanté dans des films, hein, Zuzania. D'accord. Je sais C'est pas la plus, première fois mais... qu'elle fait une comédie musicale. mais ça se voit qu'elle maîtrisait le sujet de toute façon. Par contre, moi, alors Caria Sofia Gascon, ça se voit qu'elle a été un peu lancée dans ce domaine-là, mais je trouve que la fragilité de son jeu, par moment, moi ça m'a tiré des émotions. Même dans son chant, parce qu'on voit que c'est une actrice qui a jamais vraiment chanté avant, et je trouve qu'il y a il y a quelque chose de tremblant par moment, et elle y met son cœur. Je pense que c'est une actrice qui a eu le rôle de sa vie aussi, parce que elle a connu ce que son personnage a connu. Mais attention, c'est pas une chef de cartel avant, hein, je vous rassure. Mais à mon avis, je sais pas si tu le sens, mais on sent qu'elle y met plus que d'elle-même dans ce rôle-là. Pour moi, elle met plus que d'elle-même, mais sa fragilité me gêne. Alors pourquoi elle te gêne cette fragilité par rapport à ce qu'elle était avant? Ah non, c'est pas du tout ça. Parce que c'est vrai qu'elle a été chef de cartel quand même. Est-ce que c'est logique de l'avoir fragile alors qu'elle a été chef de cartel? D'un côté, oui, c'est dans sa vie d'avant, elle était chef de cartel. Et donc doit être mis en force. Mais le problème, c'est comme tu le dis, Audiard avec Emilia Pérez a dit en interview que pour lui, c'était un film qui fuyait le masculin parce que le masculin est rattaché à la violence. Non, mais c'est ça. Donc je suis assez d'accord sur ce point où elle peut être fragile. Mais le problème, c'est qu'en acting, tu peux pas être aussi fragile face à une Zaldania aussi en force. Ah, mais alors, ça c'est intéressant. Parce que Zoé Saldana, elle veut passer en force. Voilà, elle a subi, elle a de l'argent. Une fois qu'elle a de l'argent, elle se sent toute puissante. Et c'est ça qui est terrible. Hein, parce que d'ailleurs, ça lui revient au visage à la fin. Elle se rend compte qu'à un moment, non, c'était qu'une apparence. Et ça, mais c'est elle intéressant. gagne à la fin. Pour moi, elle gagne à la fin. Mais à la fin, on y reviendra dans la zone spoiler. Il y a quand même un truc qui. Bon, c'est le retour de bâton d'une manière ou d'une autre. Et dernière chose avant la zone spoiler, bon, les chansons, tout ça. Alors, il y en a certaines qui sont plus dispensables que d'autres, peut-être. Il y a des scènes chantées et dansées qui sont dispensables, potentiellement, oui. J'avoue que celle de la chirurgie, enfin, dans le bloc chirurgical, c'est un peu grossier par moment. Hein, on aurait dit une pub, tu vois, à un moment. Mais ça va jusqu'au moment où c'est le pire, parce que cette séquence se passe en Thaïlande. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est là-bas où c'est le plus low cost et légal. Enfin, on peut faire tout légalement sans déclarer quoi que ce soit, je crois. Mais bon, ça. Mais en même temps, je sais pas, parce que on voit à un moment, ça tourne et tout, il y a tous les pays qui sont représentés, ça fait bizarre. J'ai pas trop. C'est une scène qui est difficilement lisible au premier visionnage. C'est une scène qui rappelle beaucoup Annette, parce que aussi, vous avez la même chose dans un aéroport. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est un peu l'idée de la comédie musicale, enfin le film musical qui des fois va te proposer des scènes, tu te demandes pourquoi elles sont là en fait. Et c'est comme, alors, c'est vrai qu'on y reviendra dans Zone Spoiler, la scène avec l'enfant, bon, est-ce que c'était utile? Je pense que oui, mais c'est un peu cringe, ça c'est sûr. Mais dans l'utilité du bazar... Non, c'est inutile, c'est juste cringe, vraiment. Ah, mais il y a les fantômes du passé là aussi. Et malheureusement, je pense que Audiard a joué là-dessus, il s'est dit, oui, il faut que j'y aille, c'est dur, c'est violent, c'est psychologiquement compliqué. Mais on va dire dans la digeste globale du film, ça se justifie par rapport on va dire, aux conséquences à payer des fantômes du passé, quoi. Mais on va la faire, la zone spoiler, là, hein, parce que là, on va pas tourner autour du pot 3 ans. Donc, spoiler. Alors, déjà, l'aspect religieux, parce qu'on va en parler, hein, tu l'as glissé tout à l'heure. Il y a une quête de rédemption à travers le personnage Emilia Pérez. Donc, elle a été chef de cartel, elle a fait tuer des gens, et des gens qui ont disparu. C'est pas Los Olvidados de Buñuel, mais c'est pas loin, ça aurait pu. J'ai pensé à un moment, ça n'a rien à voir. Hein, mais je pense que on est beaucoup plus proche dans l'oubli d'un Baccarao j'ai jamais vu Baccarao. C'est un film, il paraît que c'est un de film l'oubli, on est beaucoup plus proche d'un Baccarao que dans La Solvidelos quand même. Oui, non, mais après, parce qu'à un moment, je crois que dans des paroles de chansons, on dit oh lui là, je vois d'autres comme ça, à mon avis, parce que voilà. Mais donc du coup, elle ouvre le truc caritatif là. Il parle de la lumière, la petite lumière, je crois que ça s'appelle un truc en espagnol. Là, la Lucecita, donc qui est la petite lumière, mais qui est ici interprétée dans l'espoir minime. C'est ça, c'est que oui, elle offre une lumière aux gens, mais juste pour qu'ils retrouvent leur défunt, hein, c'est tout. Hein. Parce que qu'elle a tué en plus. Probablement, elle est responsable de beaucoup de morts d'entre eux. Oui, parce que c'est des gens qui travaillent pour elle. Donc, elle utilise justement cela, les connaissances, l'argent, pour faire révéler à des petits gangsters où ils ont caché les corps, et donc permettre aux gens d'effectuer leur deuil. Parce que c'est pas l'idée de retrouver des personnes disparues, là. C'est d'effacer une partie du deuil, parce qu'il y a un double deuil. Quand tu sais que quelqu'un est mort et que tu ne retrouves pas le corps,
surtout dans les croyances religieuses chrétiennes catholiques. Hein. Et évidemment, elle offre ce petit espoir, cette petite lumière. Ça paraît vain. Et d'ailleurs, c'est là où tu te dis, le film, il a une forme de fatalité. Oui, il est très humaniste et tout, mais tu te dis, qu'est-ce qu'elle essaye de se racheter là? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Déjà, elle a fait tuer des gens, donc non, elle devrait payer ses crimes, mais elle va les payer, ses crimes. Elle va les payer, ses crimes. Et pas de là où elle l'espérait, où elle l'imaginait. Parce qu'elle aurait pu imaginer que je sais pas, un ancien rival retrouve vraiment sa trace et qu'il ait pu voir qu'elle a changé le sexe, machin, et qu'elle se fasse tuer comme ça. Ça aurait pu être l'intrigue facile. Mais donc, au-delà de ça, bah, je te laisse le dire, tiens, comment finit-elle, Emilia Pérez? Et à cause de qui, surtout? Mais c'est surtout, pour moi, le penchant du film. Le climax, c'est signé d'une misogynie incroyable. Mais pourquoi misogynie à la fin, d'ailleurs? Parce qu'il décide de faire payer à Selena Gomez, qui n'a littéralement rien fait, et qui est un personnage qui est juste en train d'osciller entre perdition et dépression. Alors, il y a un truc quand même qu'on peut reprendre, parce que je parlais de part sombre des personnages féminins, parce que oui, c'est le personnage de Selena Gomez, l'ex-femme. Elle cherche sa rédemption et il la punit. Mais alors, le fait est qu'elle a une faute, Selena Gomez. Bon, qu'elle ait trompé son mari alors qu'ils étaient mariés, bon, ça, c'est une faute chrétienne, mais bon, voilà. En soi, moralement, il y a une faute, mais ça, c'est pas le pire. Visiblement, aux yeux du film, en tout cas, c'est qu'elle ait plus ou moins abandonné ses enfants. Enfin, dans le sens où elle s'occupait plus de ses enfants à un moment pour voir son mec. Voilà. Mais c'est terrible, parce que là, oui, là, pour le coup, si on creuse l'idée, il peut y avoir une réflexion qui pousse à la misogynie, dans le sens où une femme ne pourrait-elle pas être libre au-delà de ses enfants? Bah oui, voilà. Parce que la femme ici est décrite. Elle recherche l'amour, et en le retrouvant, elle laisse ses enfants chez Emilia, qui est censée être leur tante. Ça va. Et en plus, elle pense à eux parce qu'elle va les emmener avec elle dans la nouvelle maison. Oui, alors, l'idée, c'est qu'elle pêche par juste l'idée que son mec, donc son amour, c'est quand même un gangster. Voilà. C'est qu'elle n'a pas de bol, quoi. Faut dire qu'elle a connu, malheureusement, dans sa jeune existence, que des gangsters, hein, en étant mariée à Manitas. Elle pouvait difficilement tomber sur quelqu'un de pur, hein, et de positif. Mais c'est vrai que l'idée de ouais, on va la faire payer parce qu'elle délaisse ses enfants pour un homme, après tout, son mari est mort, censé être mort. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Et c'est là où la part sombre d'Emilia Pérez, finalement, c'est vrai que c'est un personnage. C'est là où, pour moi, Emilia Pérez est hantée par ce qu'elle était avant. Dans le sens où c'est terrible, hein, parce qu'elle le tue Manitas, officiellement aux yeux des. Il est mort, Manitas, et elle le tue en changeant de sexe. Sauf que malheureusement, elle reste le fantôme de son passé, et c'est ça qui est terrible, c'est la corruption patriarcale toxique qui malheureusement ne peut pas la quitter. Et tu sais à cause de quoi? À cause des enfants. La scène, moi, il y a une scène que je trouve, elle est violente psychologiquement. C'est quand Emilia Pérez accueille les enfants, donc elle se fait passer pour une tante, une cousine éloignée de Manitas, tout ça. C'est pas louche, hein, d'ailleurs. Pas louche du tout qu'une tante, une cousine éloignée accueille tout le monde et les fasse venir au Mexique. Bon, pourquoi pas, hein, après tout. C'est la tante qui gérait, enfin, c'est la femme qui gérait la richesse. Que quelqu'un sort de l'argent infini de nulle part pour sauver des gens? Mais là encore une fois, c'est l'appel de l'argent qui court à la perte. Hein. Et donc elle accueille Jessie, donc le personnage de Selena Gomez, en l'enlaçant, tout ça. Bon, à la rigueur, on va dire c'est une femme très tactile, qui peut être pote très rapidement, il n'y a pas de souci. Mais avec les enfants, alors que c'est une tante éloignée qu'elle a jamais vue, qu'ils n'ont jamais vue, elle les embrasse, machin. Oui, il y a un côté cringe là sur le moment. Tu te dis, c'est qui cette tante là? On va peut-être repartir en Suisse. Hein. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais eu comme réaction. Dans Madame Doubtfire 2 là, vraiment. mais Madame Doubtfire, avec le recul, on peut y voir quand même un petit peu de transphobie et de misogynie. Hein, voilà. Juste un peu. Ouais, quand je l'ai revu l'année dernière, j'avoue, j'étais pas. Voilà, les souvenirs d'adolescence, hein, on était un peu bêtes à un moment, mais bon, c'est comme ça. Et mais oui, Robin Williams, il était pur, il était magnifique ce monsieur, mais il a eu des rôles peut-être un peu douteux. Mais non, mais pour revenir à là, donc il y a ça, et évidemment, après la scène avec le jeune fils. Alors, ça a beaucoup dérangé. J'ai vu des polémiques sur Twitter. Hein. L'odeur du père. Alors bon, ça veut dire que malheureusement, la malédiction d'Emilia Pérez, c'est qu'elle ne pourra jamais se débarrasser du fantôme de ce qu'elle était. Parce que finalement, l'argent qu'elle a et tout, elle le doit à ses crimes. Hein. Quoi qu'il arrive, elle a beau vouloir faire le bien, vouloir réaccueillir ses enfants et sa femme, c'est pas possible. Le verre est dans le fruit.
Et donc, le fils, le plus jeune, reconnaît l'odeur de son père en elle. Et c'est vrai que là, je me suis posé quand même des questions sur le moment. Est-ce que c'est quelque chose à montrer? Ça veut dire, en gros, que tu peux jamais te débarrasser de ce que tu voulais pas être, quoi. C'est maladroit. C'est maladroit, mais est-ce que c'est ancré dans une réalité plausible? C'est ça que je me pose comme question. Parce que quand tu changes de sexe biologiquement, il y a tout un système hormonal qui change. Techniquement, peux-tu garder l'odeur que tu avais avant? C'est une question scientifique que je Et pose. c'est une Je suis question même à pas laquelle je sûr. ne pourrais pas répondre. Et donc, je Je suis trouve même que pas sûr. si jamais tu peux pouvoir y répondre, bah, Jacques Audiard n'aurait pas dû utiliser ces scènes. C'est ça. C'est que je pense qu'il a fait cette scène en mode pas YOLO, mais pas loin. Il aurait peut-être dû, à moins qu'il ait vraiment demandé l'avis de scientifique. Mais là, on va au-delà de la science, hein, parce que la science c'est une chose. Là, on parle d'identité et de personne. Et je pense que beaucoup de personnes trans qui voient cette scène-là, je pense que la majorité d'entre elles ont dû pas être bien. Voilà, là je le comprends complètement. Mais est-ce que Jacques Audiard a eu, on va dire, conscience en se disant que oui, je vais déranger, je sais. Mais bon, vu le film, vu la malédiction, fantôme du passé, parce que là ça devient un film de fantôme à partir de là. Jusqu'au final, parce qu'il y a une idée de fantôme, d'esprit divin, on sait pas trop à la fin, là, un truc bizarre. Mais c'est quand même très risqué. C'est quand même très risqué. Et je pense qu'une réalisatrice trans n'aurait les sœurs Wachowski n'auraient jamais fait une scène comme ça, par exemple. Jamais. Mais bon, ce serait intéressant, pour le coup, d'avoir l'avis des sœurs Wachowski sur ce film. Parce qu'elles s'y connaissent en cinéma, elles ont fait du cinéma trans, indirectement, mais dans leur idée thématique, elles sont dans cette quête de liberté-là. Ce serait intéressant d'avoir leur avis. Voilà. Je ne sais pas si elles l'ont vu, je ne pense pas, mais bon, ça pourrait être intéressant. Et la fin, alors bon, la fin, cartel, machin, Emilia Pérez se fait kidnapper parce qu'elle a voulu interdire son ex-femme, enfin son ex-femme, oui, bah oui, son ex-femme, de voir le mec et tout. La jalousie, ça c'est, là, elle retombe dans ses travers, donc elle redevient ce qu'elle voulait plus être. C'est assez violent, ça quand même. Et oui, c'est à cause de la société, du patriarcat mexicain. Je veux bien, mais c'est vrai que c'est là où il y a la fatalité qui va au-delà de l'humanisme. Et donc, je ne sais pas ce que tu as pensé, mais à la fin, à un moment, bon, bah, elle va mourir. Hein. Mais avant ça, alors qu'elle est prise en otage et que l'avocate veut la libérer avec un gang, hein, de toute façon, le crime est partout. Hein. Même pour la libérer, elle a fait appel à des criminels. Il y a un moment où on sent qu'elle va mourir, on ne sait pas trop. Puis il y a un esprit divin, une brume qui va autour de la maison et qui va, là c'est très lynchien aussi d'ailleurs, et qui va être aspiré en elle. Comment tu interprètes cette scène qui est assez particulière? Moi j'ai un peu l'impression qu'elle se refait posséder par le fantôme de celui qu'elle était avant. Hein. Ben, de un, oui, mais pour moi, au début, quand je vois cette brume, pour moi, c'est évidemment un signal divin. Mais de faire Ouais. rentrer le divin en elle pour que ce Manitas qui revient, ce serait hyper transphobé. C'est super compliqué surtout, parce que là ça voudrait dire, enfin, ou alors, Jacques Audiard, mais là du coup c'est peut-être pas assez développé, a voulu lier l'esprit divin, enfin, on va dire les croyances très fortes et parfois très étouffantes au Mexique avec le patriarcat. Mais oui, forcément, la religion, il y a une idée de patriarcat derrière aussi. Hein, la femme, la place de la femme dans la religion, peut-être qu'il y a un lien avec ça. Mais c'est pas assez adroitement montré sur la narration globale du truc, peut-être. Disons que ça apparaît un peu soudainement, et là, c'est sujet à interprétation, c'est peut-être pas assez clair. Et Audiard a-t-il voulu justement être clair là-dessus? Je sais pas. Moi, je pense qu'il arrive à lier ici l'esprit divin et la religion avec le patriarcat, la toxicité et la violence. Je ne sais pas. Et donc, après, c'est là où elle révèle à son ex-femme que bah, c'est là où elle dit Manitas. Elle voit que Manitas après son ex-femme. Et ça, c'est un peu dur. Il suffisait peut-être qu'elle se plonge dans son regard pour le reconnaître. Je ne sais pas. Enfin, elle ose la voir dans les yeux, Emilia Pérez. Et ce qui est terrible dans cette scène et dans cette finalité, c'est qu'avant, Emilia Pérez enfin vit le vrai bonheur et le vrai amour avec le personnage d'Adriana Paz, avec une chanson qui est pas loin de West Side Story à un moment où elle se chante Emilia et Epifania et tout. Je sais pas ce qui... Moi, j'y ai pensé à mort à ce moment-là. C'est fou, mais j'y ai pas pensé du tout. Mais maintenant que tu le dis, oui, bien sûr. Mais bon, c'est des hommages. Il y a des moments de comédie musicale classique dans le film comme ça qui sont intéressants. Et alors, la fin, qu'est-ce que tu as pensé de cette fin avec alors une reprise d'une chanson de Brassens en espagnol, là, où on a donc Emilia Pérez est morte et elle est béatifiée, elle est sanctifiée, quoi, en gros. Mais il est plus que sanctifié, c'est Jésus. Elle a été crucifiée parce qu'elle a commis elle-même d'ailleurs avant, par le patriarcat, par ça. Et donc, tous les gens qu'elle a aidés
ouais, il y a une procession où il y a une sorte de statue qui la représente elle. Et c'est là où le titre du film apparaît, hein. C'est comme si Emilia Pérez devenait la sainte patronne du Mexique, enfin, des Mais c'est oubliés du clairement Mexique. ça, elle devient Jésus. Un Jésus ou une sainte, du coup, plutôt. Mais non, parce que c'est littéralement un santon de Jésus qu'elle tient en main. Je sais pas, parce que dans l'idée du. Ouais, mais dans l'idée de la, tu sais, la statue un peu comme la Vierge Marie, tout ça. Enfin, après, c'est. Mais est-ce que tu as été étonné par cette fin? Parce que cette fin, elle est assez déroutante quand même. Ah, mais pas du tout. Tu sentais que ça allait finir en mode Ben, je tuerie sentis qu'elle allait africaine. mourir. En fait, elle devient Emilia Pérez une fois qu'elle est morte, hein. C'est tout. Bah, l'histoire ne retient que la mort, malheureusement. De toute façon, Si c'est t'as un envie, film c'est de pas mort. intéressant. C'est un film de mort. Elle meurt 2 fois. Ce personnage meurt 2 fois. Son soi d'avant qu'elle voulait plus, qu'elle n'a jamais voulu, et ce qu'elle est devenue meurt aussi. Et d'ailleurs, si elle meurt, c'est parce que le fantôme de Manitas revient en elle, hein. C'est comme ça qu'elle meurt au final. Après qu'elle meurt dans une explosion de voiture. J'avoue que la scène, ouais, où Elle est il meurt. débile. Mais parce que le film est une telenovela géante. C'est dommage. J'ai pas trop compris. Parce qu'à un moment, tu te dis, bah, c'est Audiard qui a voulu nous troller en mode, oui, mais non, en fait, elle a sauté du coffre avant. Non, 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 elle est bien morte. Moi, j'étais là en mode, ouais, c'est quoi cette fin brutale comme ça? Mais ça, c'est pour, et on finira là-dessus, je pense, c'est pour revenir au personnage de l'avocate. Tu dis à la fin, c'est la seule qui finalement triomphe, mais elle est quand même témoin de toute cette violence-là. Mais Elle en est elle, responsable aussi. Elle en est elle est responsable. témoin, hein, mais en tant qu'avocate, les témoins, on les écoute, mais ils participent pas. Ouais, mais elle en est responsable indirectement. À un moment, Oui, elle a les deux au téléphone. mais Jessie. clairement, comme elle te dit au début, elle ne plaidera jamais coupable. Pour elle, elle est éternellement innocente dans tout ce qu'elle fera, et son rêve d'avoir des enfants, bah, elle les récupère. Ah, mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'elle a été aveuglée par Donc elle a l'argent. gagné. Elle Elle a a eu été aveuglée l'argent, par elle a eu l'argent. la maison, elle a tout eu. Ouais, mais du coup, c'est une fin, on la voit avec son visage. Alors, elle pleure et puis elle sourit quand elle les voit arriver, les enfants. Et Donc oui, parce elle que se les tout a le film, procurés, elle t'as pleure raison. et elle sourit. On peut passer à cette crise de fou rire qui finit aux larmes de la voiture. Elle est bizarre, ce personnage est très ambigu. En fait, Mais c'est elle va Joker. devenir une mauvaise personne par défaut. Elle est, Mais malgré elle, elle une l'est mauvaise personne. déjà. En Ouais, ouais. acceptant de plaider le suicide d'une femme qui s'est fait suicider de balles dans le dos, Ouais. elle est coupable. En En soi, acceptant d'aider un malfrat, elle est ouais. coupable. En soi, tu as raison. Parce qu'elle aurait très bien pu démissionner, hein, son boulot. Voilà. Avec ses valeurs. Elle aurait trouvé un autre truc. Mais elle a accepté de faire ce travail quand même, Oui. au début. Elle dit que oui, oui, je suis exploité, tout ça, mais elle le fait ce travail. Puis après, elle accepte une somme Elle est d'argent. tellement exploitée qu'elle exploite ceux qui sont en dessous d'elle. C'est pour ça que l'idée qu'elle participe à ce truc caritatif et tout avec Emilia Pérez, en fait, elle se donne bonne conscience avec, hein. D'ailleurs, elle veut être au premier plan avec Emilia Pérez, toujours, tu sais, t'as vu là, Oui. euh, toujours à côté et tout, alors que techniquement, c'est Emilia Pérez. Elle, c'est juste l'avocate. Bon, elle n'aurait pas être au premier plan. Elle a envie d'avoir la gloire aussi. Mais c'est un peu comme Cannes qui met une palme d'or à Triangle of Sadness. Oh là C'est là, on veut donner bonne conscience. restons sur le cinéma, donc ne parlons pas de Sans filtre ici. Et sincèrement, cette fin, pour moi, elle est plus que douce amère, hein. Pour moi, il y a une forme de fatalité. Il y a presque une forme. Alors, Jacques Audiard, pourtant, c'est un réalisateur humaniste. Mais avec ce film, c'est Il peut-être, est au fataliste. final, l'un de ses plus sombres, hein. Parce que quand tu penses Mais à la fin de Un prophète et tout, là, c'est clairement l'opposé, hein. alors pour le coup, je n'ai pas vu un prophète. D'accord. Mais le film ici est pulp. En fait, le problème, c'est qu'il se veut pulp fataliste. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre parce que. Et de manière, comme beaucoup de films français, hein, plus tu asperges ta photo de néon, plus tu es triste. Ouais, mais c'est bizarre parce que sur sa suite de carrière, là, enfin, les Olympiades et tout, tu avais une ode à la liberté, tu avais un côté positif derrière, même s'il y avait beaucoup de noirceur aussi par rapport à ce qu'on pouvait vivre dans nos vies et tout. Mais bon, c'est beaucoup plus intime et beaucoup plus, on va dire, terre à terre, hein, voilà. Là, tu as l'impression, pourtant, il est ultra humaniste, le film en soi dans la quête de liberté et de changer d'identité, mais une forme de quasi-nihilisme sur certains points à la fin. Enfin, peut-être pas nihilisme, mais ouais, On n'est pas dans fatalisme. Ridley Scott quand même. C'est du fatalisme dans le sens où il y en a qu'une qui survit. Bah oui, ouais, il y en a qu'une qui survit. Des femmes. Bah non, il y en a deux. Parce qu'il y a le personnage d'Adrien Lapace, on la voit plus. Bah si, on la voit à la fin, du coup, dans la procession. Mais, Mais le problème, c'est qu'elle ne vit plus familière en fait. mais du coup, il y en a qu'une vraiment là. Enfin, ouais, et elle va récupérer la famille, mais c'est quand même sale tout ça en fait. Enfin, c'est triste quoi, je trouve. À la fin, j'ai eu une vague de tristesse en sortant de la salle quand même. Je me suis dit, à la base, de toute façon, ces femmes, toutes ces femmes, quoi qu'il arrive, même si elle pouvait avoir enfin la possibilité d'être libre et d'être elle-même, ça ne pouvait que mal se finir dès le début, en fait. Et
Donc il y a une sorte de fatalité sur la société patriarcale mexicaine, en tout cas, hein, à ce niveau-là, qui est assez dur, je trouve. Je suis pas certain que beaucoup de Mexicains apprécient le film, par exemple. J'en sais rien, mais Bah, on verra bien. la seule chose, en fait, c'est transcender après la mort. Ouais, bah, elle devient une sainte. Finalement, on est tous heureux. Elle est là. Elle est devenue notre sauveuse. Ouais. Et c'est pas ça qui va arrêter la violence des cartels derrière. Hein. Très probablement pas. Hein. Au contraire. Hein. Au contraire. Hein, mais bon. Voilà. Je sais pas ce que tu as à rajouter, du coup. S'il y a des choses qu'on a Bah, je pense qu'on a oubliées. tout dit. Bon, de toute façon, on a tout dit oui et non, parce que c'est un film qui est d'une richesse. Donc, on a forcément oublié des choses. Et c'est là-dessus qu'on compte sur vous en commentaire pour alors nous reprendre si on a été nous-mêmes maladroits sur certaines choses. Parce que on l'avoue, hein, Joe et moi, on peut avoir des propos des fois, on va dire, imprécis sur certaines choses. Et on s'en excuse d'avance parce qu'on sait que ce film est un sujet délicat pour beaucoup de gens. Par contre, on le dit d'avance, les polémiques de gros réacs et tout ne nous intéressent pas ici. Voilà. Hein. On a déjà eu des déclarations d'une certaine femme politique d'extrême droite à ce sujet. Non, merci. Voilà. Parlons librement, oui, mais en argumentant et en évitant des poncifs violents pour rien. Voilà. On précise bien. Et par contre, on est ouvert à vraiment à toute, même si vous n'avez pas aimé le film et que vous le trouvez vraiment transphobe, ou au contraire, hyper humaniste et que vous ne comprenez pas les polémiques, franchement, on attend vos commentaires. Ce sera très intéressant de vous lire et de vous répondre, comme on le fait souvent. Et c'est bientôt les 1 an de la 7e illusion, d'ailleurs, donc on est toujours heureux d'échanger cinéma avec vous. Et n'oubliez pas de donner vos questions. C'est ça, oui. On prépare une FAQ. Vous voyez sur Twitter, Instagram et l'onglet communauté de YouTube. Vous pouvez laisser vos questions pour une future FAQ qu'on fera. On ne sait pas trop quand encore, on n'a pas la date, ni le format et tout, suspense. Mais on répondra à vos questions avec grand plaisir. Voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à faire le mot de la fin. À très très bientôt et vive le cinéma. Voilà. Ciao. Ciao, ciao.